Nous sommes samedi et on ouvre la page consacrée à la culture. Allons tout de suite au Maroc. Scénaristes et monteurs sont deux corps clés dans la production cinématographique et à chaque édition du Festival international du cinéma africain de Kuriga au Maroc, un volet de formation leur est dédié. Cette année, la tradition a été respectée. Une vingtaine de scénaristes et monteurs numériques ont été formés. On voit le reportage de Issa Tchodan Io et Fernand Conan, nos envoyés spéciaux. Former des scénaristes et des monteurs numériques de films. Le Festival international du cinéma africain de Kuriga en a fait une priorité depuis sa création en 1977. Pour cette 22e édition du festival, des acteurs et professionnels du secteur cinématographique sont formés. On doit leur apprendre ce que c'est, comment écrire un film d'auteur. Et la base d'un film d'auteur, c'est le récit. Il devrait être bien recherché, non seulement structuré mais bien recherché. Parce qu'on a des valeurs en religion, culture et tout ça. Une histoire ancienne, elle est toujours présente en nous. Pour les apprenants, la formation est indéniable pour assurer la qualité d'une production cinématographique. Le privilège d'être à cet atelier nous donne la volonté ainsi que le pouvoir et le vouloir de faire. Le montage dans le film est important parce qu'il y a plusieurs séquences et plusieurs actions. On essaie toujours de faire un film court-métrage entre 5 et 10 minutes. Ce qui nous a prouvé bien des choses, de voir nos visions sur le film et de voir les critiques des autres spectateurs. Une vingtaine de scénaristes et de monteurs numériques ont été formés au cours de cette 22e édition du Festival international du cinéma africain de Kuriga. Et nous retrouvons notre invité de la page culture, un nom bien connu de la presse ivoirienne, Gérald Iba, journaliste écrivain, auteur du dictionnaire ivoirien, une première édition. C'est donc sur le tour du parler ivoirien. Alors, je veux tout de suite demander quel est l'intérêt de consacrer un ouvrage à ce parler ivoirien qui est, oui, on va le dire, particulier. Oui, il y a un double intérêt. Le premier intérêt pour abonder dans le sens du parler ivoirien, c'est que le parler ivoirien est quelque chose que le monde entier nous envie. Mais jamais on a vraiment codifié et mis ça dans un ouvrage avec des exemples, des illustrations et tout ça pour que tous ceux qui ne sont pas des locuteurs ivoiriens puissent le comprendre. Alors l'idée m'est venue comme ça à travers mes premiers ouvrages, l'histoire du coupé-décalé et l'histoire du Zouglou. Chaque fois, j'étais obligé de mettre des bas de page pour tous les lecteurs qui n'étaient pas dans le contexte ivoirien pour qu'ils comprennent les expressions et les mots et tout ça. Et quand ces ouvrages sont sortis, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un lexique carrément pour le parler ivoirien. Alors, oui, et vous l'avez produit, il y a des noms propres comme des noms figurés, des lieux de ville, de villages, de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un travail d'historien qui a été fait et cela vous a pris combien de temps à peu près? On va dire des milliers d'heures de travail. On va dire j'ai commencé en 2007-2008 les recherches. J'ai eu à consulter les archives nationales de Côte d'Ivoire, des archives françaises, des archives hollandaises, parce qu'on ne le dit pas assez, mais les Hollandais étaient les premiers qui ont essayé de coloniser la Côte d'Ivoire au XVIIe ou XVIIIe siècle par là. Également des archives anglaises, parce que les Anglais étaient également présents sur le territoire Côte d'Ivoire, juste à côté, dans la Gold Coast. Donc, ils ont également des archives sur notre pays. Et il fallait également consulter ces archives-là. Et le travail de rédaction, je l'ai commencé en 2017 et je l'ai achevé en 2020. Oui, d'accord. Il y a surtout des noms de lieux comme Sidi Matiali, comme le Kabadougou, comme Mama, des noms, mais il me semble qu'on pouvait en dire beaucoup plus sur ces localités. Je vous ai senti peut-être un peu réservé. Non, c'était pas forcément de la réserve, mais en fait, il fallait dire l'essentiel. Parce que, comme tous les dictionnaires, toutes les entrées ont un nombre de mots définis. Je veux dire, si je fais une page pour une ville... C'est un dictionnaire illustré, voilà. Donc vous pouvez aller au-delà de la première ou la deuxième ligne. Oui. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait aller à l'essentiel. Parce que si je mets, par exemple, tout un paragraphe sur une ville et que j'en mets moins
Si une autre ville, ça serait déséquilibré. Donc l'idée, c'était de faire le minimum pour chaque ville avec des informations précises. C'est-à-dire, par exemple, la ville, les potentialités économiques, le sous-sol, enfin, tout ce qu'il y a comme potentialité, mais en quelques lignes. Et ces villes-là ont été choisies en fonction de leur importance. C'est-à-dire, toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire y sont. Maintenant, au-delà des grandes villes de Côte d'Ivoire, il y a également des lieux emblématiques qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Une localité comme Guélémou, qui est sortie des grandes villes, est un lieu très, très important pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on va continuer, mais on suit d'abord ce regard de Serge Pacom Didi et Franck Quadio sur l'ouvrage. Le dictionnaire ivoirien illustré, la troisième œuvre littéraire du journaliste écrivain ivoirien Oucher Aliment, spécialiste des cultures urbaines africaines. Dans cet essai, le dictionnaire ivoirien illustré, Oucher Aliment revient sur de grandes idées et grands événements qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années et même des siècles. Cette œuvre de 318 pages contient également l'essentiel des mots et expressions, des interjections, des sigles, des onomatopées et abréviations, sans oublier quelques allégories et images propres au jargon ivoirien. Le dictionnaire ivoirien illustré contient également des noms propres made in Côte d'Ivoire. L'auteur immortalise, rend hommage aux héros et héroïnes, mais surtout à l'ensemble des personnes qui se sont illustrées dans différents domaines de la vie nationale et même africaine. Voilà, justement, cette image africaine, vous l'avez illustrée dans cet ouvrage parce que vous n'avez pas parlé que des femmes et des hommes de Côte d'Ivoire. Vous avez surtout parlé du Camerounais, du saxophoniste Manu Dibango, qui nous a quittés en 2020, précisément le 24 mars. Alors, comment on peut justifier cette présence de l'auteur dans cet ouvrage qui est quand même consacré à la Côte d'Ivoire ? Ça justifie le fait que la Côte d'Ivoire est un pays ouvert. C'est un pays d'accueil qui a accueilli de nombreux personnages africains, syro-libanais et même européens. Et pour parler de Manu Dibango, dont je salue la mémoire, Manu Dibango est un des personnages qui a le plus, comment on va dire ça, marqué l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire. Je veux dire, il a été chef d'orchestre de la RTI, l'ORTI, au-delà même de sa carrière monumentale et que tout le monde connaît. Il a toujours été proche de la Côte d'Ivoire. Une petite anecdote, Manu Dibango est quelqu'un qui était très féru de ce que j'écrivais sur la Côte d'Ivoire. On ne le pense peut-être pas, mais il était très amoureux du coupé-décalé. Il a adoré l'histoire du coupé-décalé que j'ai raconté. Il a également aimé l'histoire du Zouglou. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment détaché avec la Côte d'Ivoire. Et son arrivée en Côte d'Ivoire a influencé, on peut le dire, positivement, toute une génération de chanteurs et de musiciens ivoiriens. Alors, parlons maintenant du parler ivoirien. Avoir la sémantique de tous ces mots, on se rend bien compte qu'il s'agit généralement de mots d'emprunt ou tout simplement de langues africaines, parfois avec des rajouts qui donnent un autre sens à ces mots utilisés. C'est un constat. Alors, pourquoi il y a ce jeu de mots? Pourquoi on n'a pas trouvé cette originalité sur la plupart de ces termes du parler ivoirien? Parce que les Ivoiriens se sont appropriés le français. Ils l'ont digéré et ils l'ont rendu à leur manière. Du coup, les mots qui signifient quelque chose en France, je prends un mot comme embouteillage, peut-être que sous d'autres cieux, ça peut vouloir dire une accumulation de voitures en un lieu donné, une artère bouchée qui fait que les voitures ne peuvent pas passer. Mais en Côte d'Ivoire, embouteillage veut dire le fait d'avoir plusieurs copines ou plusieurs compagnes qui se retrouvent en un même lieu. C'est comme les mots gombo. Par exemple, bien dire quelque chose. Voilà, qui peut vouloir dire quelque chose en français et autre chose dans le parler ivoirien. Ouais, piquer, les Russes, etc. Alors, tous ces mots, parfois même en anglais, hein, comme go, pour parler de femmes, etc., ont bien d'autres sens. Est-ce qu'il y a cette explication à ces connotations, ou alors c'est pour toujours enrichir cette langue, ce parler, cette particularité ivoirienne? On pourra s'attendre peut-être à les voir inscrits dans le dictionnaire très prochainement, comme ce fut le cas pour Anjaye. Oui, j'ai été très heureux quand la presse internationale m'a interviewé pour la période où Anjaye est rentré dans le dictionnaire français. Oui, pourquoi pas. Mais après, c'était en 2020. Oui, après, on a valorisé nous-mêmes nos choses. Je veux dire, on n'a pas forcément à attendre que d'autres nous valident. On peut nous-mêmes décider. Pourquoi est-ce que le parler ivoirien ne serait pas, par exemple, une langue d'enseignement? Pourquoi pas? Parce que le français, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est sorti de l'ancien français, qui est lui-même sorti du latin vulgaire. C'est-à-dire, le français, qui est aujourd'hui notre langue officielle, est lui-même sorti d'une langue qui était officielle à l'époque. Alors, nous aussi, si on a digéré le français et qu'on en a fait quelque chose, on peut peut-être un jour l'enseigner, pourquoi pas.
Alors, est-ce que sur la question, vous avez eu une approche avec les linguistes ivoiriens, notamment la communauté scientifique qui travaille depuis des années sur la question? Oui, bien sûr, le dictionnaire ivoirien est soutenu par un comité scientifique, le comité scientifique du dictionnaire ivoirien illustré, dont je salue les membres. Je dis que ce travail-là a été validé. Par exemple, vous l'avez tout à l'heure dit, les mots et expressions. Je dis, il y a des mots qui naissent dans un contexte précis et qui ne durent pas dans le temps et qui disparaissent dès que le contexte n'existe plus. Ces mots-là, par exemple, nous ne les retenons pas. Un mot, pour qu'il entre dans le dictionnaire ivoirien illustré, il faut qu'il fasse ses preuves. C'est-à-dire, si le mot il a été inventé à Adjamé, il faut qu'il soit intelligible à Korogo, à Man, à Odiné, à Gagnoa, enfin, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, et qui dure dans le temps. C'est-à-dire, il faut que ce mot-là puisse résister au temps, et que ce ne soit pas juste un mot né dans un contexte. Ouais, c'est comme le mot Sagba. Voilà, Qui est là voilà, depuis. voilà, Ça continue. voilà, Donc, en tout cas, ça fait beaucoup de plaisir de vous lire, cher Aliba. Malheureusement, le temps court très vite et on a terminé. Dictionnaire ivoirien, c'est la première édition. J'imagine qu'il y aura une deuxième, peut-être une troisième, ainsi de suite. Merci d'avoir été avec nous. Merci dans la page culture pour nous parler de ce dictionnaire ivoirien illustré, le tout parler ivoirien. Merci, cher Aliba. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que on ne montre pas au crocodile le chemin qui mène à la rivière. Dieu le voulant, on se retrouve demain.